Je vais vous présenter en avant-première mondiale des résultats sur la physiopathologie de la maladie vasculaire portosinusoïdale. Alors, on est dans les maladies des vaisseaux à l'intérieur du foie. Et la maladie vasculaire portosinusoïdale, donc c'est une maladie des tout petits vaisseaux à l'intérieur du foie qui a deux conséquences principales, soit des complications liées à l'hypertension portale avec l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes et puis la présence d'acide qui est un petit peu plus rare. Et l'autre complication, c'est la survenue de thrombose dans la veine porte qui est un élément néfaste dans l'évolution naturelle de la maladie. On a plein de questions, plein de problèmes à régler dans cette maladie-là. Certaines questions, c'est la prédiction d'évolution, quels malades vont développer des complications et lesquels ne vont pas en développer. Et puis une grande question, c'est évidemment de développer des stratégies thérapeutiques nouvelles, parce que finalement les seuls traitements qu'on a à offrir aux malades, c'est des traitements symptomatiques, en extrapolant ce qu'on sait de la cirrhose. Et donc, si on veut faire des progrès dans la prise en charge de ces malades, eh bien, il faut essayer de mieux comprendre cette maladie. Alors, on sait à peu près rien de la physiopathologie, on sait ce que les anapathes nous décrivent, et ce que les anapathes nous décrivent, c'est des lésions qui ont l'air d'être vasculaires. On voit cette image-là que m'a donnée Valérie Paradis ici présente, avec un espace porte où on voit le canal biliaire interlobulaire, l'artère hépatique, et il y a une structure qui est manquante, c'est la vénule porte, et donc c'est ce qu'on appelle la vénopathie portale oblitérante. Donc ça pointe un peu les vaisseaux comme des acteurs impliqués dans cette maladie-là. Et puis quand on regarde ici une autre image typique de maladie vasculaire portosinusoïdale, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie nodulaire régénérative. Vous voyez ce nodule hépatocytaire, et contrairement à la cirrhose où ce nodule serait entouré de fibrose, ici il est entouré de travées hépatocytaires qui sont atrophiées. Donc on a l'impression que les vaisseaux sont impliqués. Alors qu'est-ce qu'on sait d'autre dans cette maladie ? C'est les états qu'on dit associés. On ne dit pas vraiment des causes parce que le lien de causalité n'est pas établi, mais on trouve fréquemment chez ces malades qui ont une maladie vasculaire portosinusoïdale des infections par le VIH, des maladies auto-immunes ou dysimmunitaires, des hémopathies, le myélome par exemple, des médicaments, on a beaucoup parlé de l'Immurel, et puis des atteintes génétiques. Et à nouveau, la physiopathologie n'est pas connue. Qu'est-ce qui fait que toutes ces entités vont favoriser la maladie vasculaire portosinusoïdale ? On ne sait pas. Et finalement, peut-être que les atteintes génétiques sont une manière simplifiée d'aborder la question et de se dire on pourrait identifier par ces atteintes génétiques qui sont ciblées des voies de signalisation qui pourraient nous indiquer des voies dérégulées dans la maladie vasculaire portosinusoïdale. Et donc, c'est ce à quoi on s'est intéressé dans le laboratoire. Et j'ai ici résumé finalement la liste des gènes, et elle est non exhaustive, c'est pour vous donner une idée, qui ont été associés à la maladie vasculaire portosinusoïdale. Il y en a de plus en plus qui sont identifiés. Alors, finalement, pour nous, l'histoire a commencé avec ce jeune homme qui nous a été référé il avait 19 ans, pour une rupture de varices œsophagiennes à l'âge de 19 ans, pas de cause de maladie chronique du foie. Une mèche blanche au passage. Alors à l'époque, on était moins alerte sur les mèches blanches qu'aujourd'hui. Et puis sa sœur avait été greffée pour une atrésie des voies biliaires à Bicêtre une quinzaine d'années plus tôt. Et donc on fait une biopsie du foie et Valérie Paradis nous dit que les vénules sont clairement anormales et qu'il y a de la fibrose, mais pas de cirrhose, et que c'est une fibrose plutôt de type vasculaire. Alors on fait le bilan de ce qu'on sait faire, on ne voit pas de facteur de risque de thrombose, et puis on envoie à Hanspro le panel Bicêtre, et où il n'y a pas sur le panel de mutation mise en évidence. On envoie également au panel téloméropathie, et donc il n'y a pas de téloméropathie mise en évidence. Donc j'en parlais à Emmanuel Gonzalez, et puis il me convainc de passer par Sequoia. Et donc, c'est ce qu'on fait. On fait venir toute la famille, le garçon ici, et puis ses parents, et puis ses sœurs, celle qui a été greffée d'une atrésie des voies biliaires, sa grande sœur qui va bien, et puis son frère, dont au passage, on a observé, Emmanuel comme moi, une mèche blanche en consultation. Et donc, un séquençage du génome complet est effectué et en fait montre une mutation intronique, hétérozygote composite du gène OBFC1 qui code pour la protéine STN1.
Et on voit que cette mutation était présente chez chacun des parents, présente à l'état hétérozygote chez les filles, et puis chez les deux garçons, celui qui nous est référé et puis son frère un peu plus jeune, eh bien, elle est à l'état hétérozygote composite. Alors une fois qu'on a trouvé cette mutation, eh bien, on sait. Alors cette mutation est code donc pour STN1. STN1, c'est une protéine qui fait partie du complexe des télomères et c'est impliqué dans la maintenance de la stabilité de l'ADN télomérique. Alors cette mutation a été décrite dans quelques cas qui s'appelle le COT+ syndrome qui est caractérisé par des télangiectasies rétiniennes que notre malade n'avait pas. Les autres états associés, c'est une leukodystrophie et des calcifications intracrâniennes que notre malade n'avait pas. Une hypertension portale, lui, il l'avait. Une ostéopénie, il n'avait pas, on l'a cherché. L'insuffisance médulaire, il n'avait pas. Une calvitie précoce, je vais parler de sa mèche blanche. Et puis, des anomalies vasculaires intestinales, clairement, il avait un intestin qu'on a bien exploré, une entéropathie exsudative qui était certainement pas normale, même si on a eu du mal à très bien caractériser son atteinte intestinale. Donc, le phénotype de notre malade avait des similitudes avec le COT+ syndrome qui avait été identifié chez des gens plus jeunes dans la littérature. Alors la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la conséquence sur la protéine finalement de cette mutation. Et là, on a tiré bénéfice d'une collaboration avec Patrick Révy ici à Imagine, à qui on a envoyé des cellules de toute la famille. Vous voyez le père, la mère, les deux sœurs, le frère et le patient. Et il a immortalisé des lymphocytes pour voir l'effet sur la transcription et la traduction de cette mutation. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette mutation induit très clairement une perte de l'expression de STN1. Vous voyez, les deux frères qui ont la mutation n'ont pas d'expression de la protéine STN1 dans ces cellules B immortalisées. Donc on voit, et ça nous simplifie la compréhension, que cette protéine est absente. Alors, ce malade a une évolution qui n'a pas été favorable. Il a accumulé les complications de la maladie du foie. Il a dû être greffé. Et Nadia Siriassi, qui est ici présente dans l'audience, qui est postdoc dans l'équipe, est allée avec l'équipe de Valérie un samedi matin récupérer l'explant de transplantation, le jour où il a été transplanté. Et on a pu isoler les cellules endothéliales à l'intérieur du foie, également le foie total. Et on bénéficie de l'environnement de l'équipe de Valérie qui a mis au point et isole régulièrement des cellules endothéliales du foie de malades qui n'ont pas de cirrhose et de malades qui ont des cirrhoses. Et grâce à ça, on a pu effectuer des analyses transcriptomiques de tout ça, en fait, des cellules endothéliales. La raison de se centrer sur les cellules endothéliales, je vous explique initialement, c'est qu'on voit qu'on on semble avoir un phénotype franchement vasculaire dans la maladie vasculaire portationnelle. Donc on a regardé les cellules endothéliales, finalement, de tous ces foies-là, ce malade, les non-cirrhotiques et les cirrhotiques. Alors, quand on fait une analyse par composante principale, qui permet de voir l'expression et la représentation ici en 2 dimensions globale de l'expression des gènes, on voit qu'en rouge, notre malade qui a la maladie vasculaire portosinusoïdale, il se situe plutôt dans ce groupe 2, on va dire, en comparaison avec ce groupe 1. Et quand on regarde la fibrose classée par, à nouveau Valérie, des groupes 1 et 2, on voit que très clairement, le groupe 2, c'est les cirrhotiques. En gros, il n'y a quasiment que des F3, F4, et que notre malade, finalement, il ressemble à un cirrhotique. Et c'est là où, quand je vais au labo, je dis, quand on voit la tête du malade, il ressemble franchement à un cirrhotique aussi. Donc je ne suis pas très étonné que ces cellules endothéliales elles ressemblent à celles d'un cirrhotique. Donc ce qu'on a fait pour la suite des analyses, c'est qu'on a restreint les analyses à ce groupe-là, finalement, seulement notre malade, en comparaison avec les malades atteints de cirrhose. Et alors moi je m'attendais à voir dans ce heatmap l'angio, enfin des choses endothéliales qui sortent. Et déçu, ou déçu en tout cas intéressé, puisque c'est toujours plus intéressant quand on n'a pas les résultats qu'on attend. Et bien ce qui est le plus différent, alors à nouveau beaucoup de prudence, puisqu'on parle de n égale 1 versus quelques malades atteints de cirrhose. Et donc notre malade atteint de cirrhose, il est représenté ici. Et ici vous avez tous les malades, pardon, notre malade atteint de MVPS, il est ici en bas. Et puis ici vous avez tous ceux qui sont atteints de cirrhose. Et on voit que finalement, là où il se détache le plus, c'est sur les réponses inflammatoires. Vous voyez, avec des pathways ici et ici qui sont dérégulés par rapport à tous les autres malades atteints de cirrhose.
Donc là, ça nous fait une piste. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'on n'en sait pas plus. On est en train avec Nadia, ici présente, et puis ça va être la thèse de Lise Bertin qui est également dans l'audience ici, d'essayer de comprendre mieux comment ça marche. En fait, qu'est-ce qui fait que cette mutation STN1 va modifier la réponse inflammatoire des cellules endothéliales. Et donc pour ça, on va utiliser des cultures cellulaires. On va induire cette mutation STN1 dans des cellules endothéliales du foie immortalisées et voir comment on change la phénotype et puis ensuite comment il parle aux hépatocytes à côté. Donc en tout cas, pour moi et pour nous, cette approche Sequoia s'est vraiment révélée tout à fait puissante et intéressante. Et on a d'autres familles qu'on est en train d'investiguer comme ça. Conceptuellement, pour nous, là encore, ces mutations permettent peut-être de mieux comprendre la maladie vasculaire portocéliale parce qu'à nouveau, on a plein de causes et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et donc, finalement, identifier une mutation, ça va nous permettre, j'espère, d'identifier des pathways qu'on va pouvoir creuser. Et puis, si on prend plusieurs mutations comme ça, on va peut-être trouver des pathways communs pour mieux comprendre cette maladie-là. Et évidemment, dans le futur, avoir des pistes thérapeutiques. Alors, il nous reste du travail, mais on est content de le faire, et en tout cas moi, et j'espère que l'équipe aussi. Et je voudrais vous remercier de votre attention et à nouveau remercier donc, toute l'équipe du labo, le service, la filière, et puis de manière très importante l'association des malades des vaisseaux du foie qui sont d'un soutien sans faille. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions avant que Pierre-Emmanuel aille travailler, siéger dans son jury? Bravo pour cette présentation. Donc finalement, le génotype n'explique pas tout parce que le frère avait les mêmes mutations et pas de maladie. En tout cas, il n'en avait pas encore. J'aimerais que tu aies raison, Sarah. Malheureusement, il a 3 ans de moins et il a une mèche blanche. Et alors, pour l'instant, je lui ai fait une écho, un phénotype, ça va. Voilà. Mais ça a été un peu un suivi douloureux pour toute l'équipe, ce jeune garçon qui a été greffé et qui est maintenant décédé malheureusement. Ah. Et j'espère que voilà. Bon, en tout cas, j'espère que le frère aura un phénotype moindre et qui va passer à travers les complications de son grand frère. Mais bon, voilà. L'avenir nous le dira. Chantal. C'est vraiment, ça avance bien. J'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que tu es sûr que c'est une maladie de l'endothélium? Parce que CFTR, finalement, n'est pas exprimé dans l'endothélium, par exemple. Ces cellules endothéliales que vous isolez du foie, c'est des cellules sinusoïdales ou plutôt vasculaires, puisque c'est des foies cirrhotiques. Enfin, voilà, moi, j'ai un peu toutes ces questions sur vraiment l'origine de cette maladie. Alors, donc c'est des cellules vasculaires et encore pas super pures, enfin assez pures, mais c'est pas 100% pur, donc c'est clairement vasculaire et c'est pas L-sec. Hein. Donc on a tout l'arbre vasculaire, artériel, veineux, veineux portal, veineux centrolobulaire, plus les cellules endothéliales du foie. Donc je ne sais pas à quel endroit c'est situé. Certainement, quand on voit et quand chaque semaine les lames, on se dit bien que dans la MVPS, il y a différents phénotypes. Il y en a qui sont plutôt vénopathie portale oblitérante, et donc peut-être qu'on peut faire des élucubrations comme quoi ça serait plutôt au niveau des vénules portes que ça se passe. D'autres, comme les déficits humains, où on a l'impression que c'est plutôt sinusoïdal, et donc peut-être que dans la LSEC que ça se passe, on ne sait pas. Donc, et est-ce que c'est vraiment un problème endothélial, la maladie vasculaire portocéliale? Eh bien, c'est fondé sur l'histologie. À nouveau, ce que les anapathes nous décrivent, on dit que ça doit être vasculaire. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il faut bien prendre, ceci dit, l'affaire par un bout. Et donc, bon, c'est logique de le prendre par le bout vasculaire. Mais l'avenir nous dira si on a raison. Juste Pierre-Emmanuel, pour prolonger la question de Chantal, est-ce que vous pouvez trier ces cellules endothéliales sur des biomarqueurs plutôt portaux, plutôt sinusoïdaux, plutôt centrolobulaires? Enfin, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de faire ça? Je sais que déjà l'isolation, enfin, ou l'isolement des cellules endothéliales, c'est pas facile. Eh oui, Chantal l'a fait par exemple chez l'animal. C'est une single cell transcriptomique, quoi. Le problème, c'est que single cell transcriptomique, là déjà,
Il se trouve que, pour raconter l'histoire, c'était un vendredi soir, c'était mois de garde, quand le malade, je l'ai amené au bloc, et donc j'ai eu Nadia quasiment dans la nuit en disant voilà, le foie est tombé, il faut demain matin tu viennes au labo, et donc elle est venue et on a récupéré le foie. Donc il faut quand même un alignement de planètes qui fait qu'on arrive à pas rater cet échantillon, parce que si on le prend pas frais, c'est cuit. Et puis le jour où effectivement on fait l'isolation, il ne faut pas se rater non plus, quoi. Alors après, est-ce qu'on pourrait faire du single cell? Il faudrait être prêt à dégainer, on va dire, effectivement, pour le jour J, la single cell transcriptomique, mais c'est clair que ça serait hyper intéressant. Mais bon, on ne fait pas des greffes de ce genre de malade non plus tous les jours.